Sois comme l'eau, mon ami. Cette phrase, tout le monde la connaît, n'est-ce pas? Elle vient de Bruce Lee, bien sûr. Et elle a l'air simple comme ça. Mais en réalité, elle cache toute la philosophie qui a guidé sa vie. Bruce Lee. Rien que le nom, ça évoque des combats fulgurants, des films devenus absolument cultes. Mais voilà, derrière l'icône, il y avait l'homme. Et surtout, il y avait une philosophie. C'est ça qui a forgé la légende. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Alors voici notre parcours. On va d'abord s'attaquer à la légende elle-même. Puis, on fera un saut dans le passé, dans sa jeunesse à Hong Kong. Ensuite, le cœur du sujet, sa fameuse philosophie. On suivra son ascension comme star planétaire, et enfin, on verra pourquoi son héritage est, toujours aussi puissant. Allez, on commence par la légende. Parce que oui, c'était une star de cinéma, mais il était bien plus que ça. Bruce Lee, c'était un véritable phénomène culturel, l'une des figures les plus influentes du XXe siècle, sans aucune exagération. Et c'est ça qui est vraiment crucial à comprendre. Son influence dépasse de très loin le grand écran. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Avant lui, en Occident, les arts martiaux asiatiques, c'était soit quelque chose d'inconnu, soit de complètement caricaturé. C'est lui qui a tout changé. Il leur a donné une crédibilité, une profondeur, une nouvelle noblesse. Bon, pour comprendre le personnage, il faut revenir au début, à ses origines. On part pour Hong Kong, où sa jeunesse a été façonnée par deux univers bien différents, le cinéma d'un côté et le combat de l'autre. Son histoire est assez unique. Il est né aux États-Unis, mais il a grandi dans l'effervescence de Hong Kong. Et très jeune, il est déjà une star. Son père était un acteur connu, donc Bruce se retrouve dans une vingtaine de films avant même d'avoir 18 ans. Mais le vrai tournant, c'est à 13 ans. C'est là qu'il commence le Wing Chun. Et pas avec n'importe qui, avec le grand maître Ip Man. C'est vraiment cette collision entre le spectacle et la discipline martiale qui va créer l'icône. Et c'est justement cette double culture qui va nourrir sa plus grande contribution. On arrive maintenant au cœur de sa pensée, sa fameuse philosophie de l'eau. Une idée qui n'était rien de moins qu'une révolution qui allait secouer les fondements des arts martiaux. Voilà un moment clé. En 1959, il retourne aux États-Unis. Mais il ne fait pas qu'enseigner les arts martiaux. Non, il s'inscrit à l'université et il étudie la philosophie. Et ça va tout changer. Ça lui donne les outils pour mettre des mots sur ses intuitions, pour vraiment fusionner la pensée occidentale et la sagesse orientale. Le résultat de tout ça, c'est le Jeet Kune Do. Mais attention, ce n'est pas juste un nouveau style de combat, c'est une philosophie. L'idée, ce n'est pas d'empiler des techniques, au contraire, c'est d'enlever, de simplifier, de jeter tout ce qui est superflu pour ne garder que l'essentiel, ce qui est direct et efficace. Cette comparaison, elle est parfaite pour comprendre la rupture. D'un côté, on a les arts traditionnels, rigides, avec des formes bien définies, c'est solide, mais ça peut se briser. De l'autre, le Jeet Kune Do, c'est la fluidité, l'adaptabilité. L'eau, elle n'a pas de forme, elle peut être douce ou elle peut tout briser sur son passage. C'est ça l'idée. Et cette citation, elle résume tout. C'est un véritable appel à la liberté, à l'expression de soi. L'idée, ce n'est pas de copier aveuglément un style, mais de construire son propre chemin. Et ça, bien sûr, ça s'applique à beaucoup plus de choses que le simple combat. Alors, après la philosophie, passons à sa carrière au cinéma. Et là aussi, c'est une histoire incroyable de persévérance et d'obstacles surmontés pour finalement devenir une star planétaire. Sa première percée aux États-Unis, c'est le rôle de Kato dans la série Le Frelon Vert. Et le truc, c'est qu'il crève l'écran, il vole la vedette à tout le monde. Mais Hollywood à cette époque n'est tout simplement pas prêt à donner le premier rôle à un acteur asiatique. Les portes restent fermées. Et cette frustration va le pousser à rentrer à Hong Kong. Et là, son retour à Hong Kong, c'est une déflagration. En à peine 2 ou 3 ans, il ne devient pas juste une star. Non, il réinvente complètement le cinéma d'action. Chaque film est un carton encore plus gros que le précédent. Avec La Fureur du Dragon, il va plus loin. Il écrit, il réalise, il joue. Il a le contrôle total. Et le sommet, bien sûr, c'est Opération Dragon, le film qui va faire de lui une icône mondiale. Mais réduire Bruce Lee à ses films, ce serait vraiment passer à côté de l'essentiel. Son véritable héritage, celui qui dure, il est culturel, il est philosophique. Alors qu'est-ce qu'il reste de lui aujourd'hui ? Ça, c'est peut-être son héritage le plus important. À une époque où les personnages asiatiques au cinéma étaient souvent des stéréotypes, il a présenté une image de force, de charisme et de dignité. Il a offert un héros à des millions de personnes à travers le monde. 32. Juste. 32 ans. C'est l'âge qu'il avait quand tout s'est arrêté, brutalement, au sommet de sa gloire. Ce chiffre seul dit toute la tragédie d'un destin fauché en plein vol. Sa mort soudaine, le 20 juillet 1973, a été un choc terrible pour le monde entier. La cause officielle, un œdème cérébral, une disparition qui, bien sûr, a contribué à forger sa légende. Mais en seulement 32 ans, regardez tout ce qu'il a accompli. C'est immense. Il a transformé les arts martiaux et le cinéma, mais surtout, il a inspiré des générations d'athlètes, d'acteurs et de penseurs à croire en leur propre potentiel et à s'exprimer pleinement. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale.
Au-delà des combats, cette idée d'adaptabilité, de fluidité, de rejet de l'inutile, c'est une leçon de vie incroyablement puissante. Comment cette philosophie peut-elle s'appliquer au quotidien? C'est peut-être là le véritable héritage de Bruce Lee, une invitation à la réflexion qui reste complètement ouverte.